À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app. La Manita, une certaine idée du football. On parle tous les dimanches avec Corentin Roland et son équipe. De 20h à 21h sur VL. 20h pile et nous sommes en direct sur VL Media, c'est la Manita, l'émission où le football est un fait social total. Et non, ce n'est pas Corentin Roland que vous entendez, je suis Elio Bono, habituel chroniqueur qui supplée notre présentateur préféré. C'est en quelque sorte le retour du Nasser largué de la Manita. Mais rassurez-vous, rien de grave pour notre ami Corentin qui nous écoute et que l'on salue bien évidemment. Avec moi ce soir en studio, une équipe de choc. Je commence par Nicolas Jambou. Comment ça va Nicolas ? Salut Elio, bonsoir à tous. À ma droite, Charles Fandre qui est de nouveau en plateau après la semaine dernière. Ça va Charles ? Ah ça va toi, j'enchaîne. Et toujours avec la forme. Et enfin, Adrien Drill qui est également là. Comment ça va Adrien ? Ça va très bien et toi, ravi d'être là ce soir. Ça va très bien aussi. Eh bien monsieur, je n'ai pas besoin de vous le rappeler, nous avons tous suivi avec consternation le triste spectacle que nous ont offert les dirigeants du football. 12 clubs sécessionnistes qui ont décidé de faire leur propre réunion en non-mixité, en créant leur Super League pour des super fans, le tout pour récolter toujours plus de super argent. 48 heures plus tard, plouf, le projet tombe à l'eau, et les 12 méchants se résignent à réintégrer leur ligue nationale. Vous l'imaginez ? Même le passage de Raymond Domenech à Nantes aura duré plus longtemps. Cet échec de la Super League, il a été rendu possible en grande partie grâce aux supporters qui se sont massivement mobilisés contre le projet. Certains clubs se sont excusés auprès des fans, on pense notamment au président de Liverpool par exemple dans une vidéo. Alors a-t-on observé un changement drastique dans la relation qui entoure les supporters et les instances ? Peut-on y voir une sorte d'éclaircie dans laquelle les supporters pourront prendre part aux décisions de leur club ? Puisque la déconnexion entre dirigeants et supporters est intacte, cette Super League n'a fait que la mettre en lumière. Et pour répondre à ces nombreuses interrogations, nous sommes en compagnie de Nicolas Ourcade. Bonjour monsieur Ourcade, est-ce que vous m'entendez ? Je vous entends. Bonsoir à tout le monde. Et on est ravis de vous recevoir avec nous en Skype en direct depuis Lyon, où vous êtes sociologue à l'école centrale et spécialiste du supporterisme dans le football. Vous avez notamment écrit avec Patrick Mignon et Ludovic Lestrelin le livre vert du supporterisme en 2010. Concrètement et en 2 mots, en quoi il consistait ce livre vert ? C'était un rapport remis au secrétariat d'État au sport à l'époque. Donc c'était Ramayad qui à l'époque était secrétaire d'État au sport. Elle a organisé un congrès des associations nationales de supporters en janvier 2010 pour essayer de développer une approche de dialogue entre les autorités sportives, les pouvoirs publics et les associations de supporters. Et malheureusement, un mois après, il y a des incidents très graves autour du Parc des Princes et la mort de Yann Laurence, donc le processus de dialogue avait été interrompu, mais elle a souhaité qu'on essaie de tirer un certain nombre d'enseignements de cette expérience-là et qu'on dresse un état des lieux. Patrick Mignon et Ludovic Lestrelin, de la situation du supporterisme, et qu'on fasse des propositions sur le développement possible d'une politique préventive de dialogue avec les associations de supporters. Donc on a remis ça à l'automne 2010, en sachant très bien qu'à court terme ça servira à rien, puisque l'orientation qui a été prise à ce moment-là était une orientation pilotée par le ministère de l'Intérieur, qui est une orientation uniquement répressive. La satisfaction qu'on a pu avoir, c'est que quelques années plus tard, un certain nombre de préconisations qu'on avait émises ont pu être reprises et ont pu commencer à être développées, puisque ça fait quelques années que le dialogue entre les associations de supporters, les autorités publiques et les instances sportives se sont améliorées. D'accord, oui, on a effectivement eu l'occasion de l'aborder ici même dans la Manita, notamment avec le député Sacha Houlier. Nicolas Ourcade, vous êtes sociologue, je l'ai dit, et à la Manita, on aime bien recevoir des chercheurs, et on a cette impression que le football intègre de plus en plus le monde académique. Vous qui étudiez un champ particulier, en l'occurrence les supporters, est-ce que vous la sentez également, cette arrivée du foot dans les milieux universitaires ? Ah oui, c'est clairement. C'est-à-dire que moi, je prends toujours le même exemple, donc c'est un peu fatigant pour ceux qui m'ont déjà entendu le prendre. Moi, j'ai commencé à travailler sur les supporters au début des années 90, j'étais étudiant, et à l'époque, quand j'ai voulu faire un mémoire sur les supporters ultra, puisqu'à l'époque, c'est ça qui m'intéressait, je trouvais personne à l'université qui acceptait d'encadrer un sujet sur un mémoire sur un sujet aussi débile. Et donc, j'ai galéré pendant plusieurs semaines à trouver quelqu'un qui accepte.
alors qu'aujourd'hui, il y a plein d'étudiants qui travaillent sur ces sujets-là. Et en gros, le sport est devenu, et le football en particulier, un objet légitime à l'université qui est de plus en plus étudié par les sociologues, par les économistes, etc. Donc on a une vraie réflexion qui s'est développée sur ces sujets-là. Et globalement, très clairement, depuis le XXIe siècle, le football est devenu un objet culturel beaucoup plus légitime en France. On le voit, mais ne serait-ce qu'avec votre émission, mais avec des médias comme SoFoot ou les clubs du foot qui ont émergé au début du XXIe siècle, avec ne serait-ce que le fait que, par exemple, les présidents de la République, les 3 derniers présidents de la République assumaient leur passion pour le football, ce qui est totalement nouveau. Ça montre bien qu'il y a un changement en France de l'image du football. Ça s'est enclenché au moment de la Coupe du Monde 98 et la victoire de la France, mais c'est un mouvement de fond beaucoup plus large qu'on retrouve en gros. Aujourd'hui, quand on est un intellectuel et qu'on aime le foot, on passe toujours pour un blaireau, mais un peu moins qu'avant. D'accord, écoutez, le message est passé pour nos auditeurs qui sont également chercheurs ou apprentis chercheurs. Merci pour ces précisions en tout cas. Et avant de passer à notre débat de la semaine, je vais laisser la parole à Nicolas Jambou, notre chroniqueur, qui va nous parler des Girondins. Nicolas, dans l'actualité, la descente aux enfers des Girondins de Bordeaux avec King Street qui a décidé de quitter le club qui est désormais repris par le tribunal de commerce de Bordeaux et l'idée d'un actionnariat populaire est en train de germer à Bordeaux. Ouais, c'est ça. Alors, sauver un club qui fait partie du patrimoine et de l'âme de la ville, c'est la mission en tout cas qu'a voulu mener et que veut mener Pierre Urmic, le maire écologiste de Bordeaux. Il est assez impliqué dans la crise que traverse le club depuis sa prise de fonction. Et on rappelle que les groupes des supporters, avec au premier rang les Ultramarines, sont en conflit ouvert et permanent avec la direction depuis maintenant 1 an et demi. D'ailleurs, malgré le départ de King Street, Frédéric Longuepée reste pour le moment à son poste de président-directeur général, ce qui agace particulièrement les supporters qui ont d'ailleurs manifesté à ce sujet-là hier à Bordeaux. Alors pour relancer le club, Pierre Urmic a déjà annoncé qu'il comptait s'investir personnellement sur le dossier du rachat, non pas financièrement évidemment avec l'argent de la mairie, mais dans les choix des futurs repreneurs. C'est à ce jour la candidature de Bruno Fievet et Pascal Rigaud, 2 entrepreneurs amoureux des Girondins, qui paraît la plus avancée. Mais Pierre Urmic semble décidé à tout changer pour mettre fin au conflit entre les supporters et le club. Et pour cela, l'une des pistes qu'il a évoquées mène vers un modèle de socios, donc d'actionnariat populaire avec participation des supporters. Alors d'après les informations de nos confrères du Sud-Ouest notamment, il travaillerait déjà avec le Centre de droit et d'économie du sport de l'Université de Limoges sur un éventuel modèle de ce type. Alors avec un modèle d'actionnariat populaire, les supporters deviendraient actionnaires du club et seraient invités à participer à certaines décisions, comme par exemple à l'élection du président. C'est le cas au Real Madrid ou au FC Barcelone, les 2 modèles de socios les plus connus en Europe. Mais ils sont loin d'être les seuls à faire participer leurs fans. Bilbao, Porto et de nombreux clubs allemands, nous en reparlerons tout à l'heure, le font également avec des modèles variés. Et justement, on voit à l'image derrière moi le Real Oviedo qui a réussi à se sortir de la crise, donc un club espagnol qui s'est sorti de la crise en 2012 grâce à l'argent de ses supporters. À Bordeaux, le déficit il est immense. Est-ce qu'on peut imaginer un pareil fonctionnement ? C'est ça, alors c'est ça Elio, le Real Oviedo, ils ont évité le dépôt de bilan grâce à l'actionnariat populaire. On est alors en 2012, en pleine crise économique en Espagne, il y a 25% de chômage, le monde du football est au bord du gouffre, les joueurs ne sont pas payés ou en tout cas ils sont payés en retard. Et le club d'Oviedo, qui a joué 38 saisons en Liga et terminé plusieurs fois 3e, doit récolter 2,5 millions d'euros, sans quoi le club devra disparaître. Il dispose alors de quelques jours pour récolter cette somme. Le club décide alors de vendre des actions aux supporters. Un journaliste anglais grand fan du club lance le hashtag SOS Real Oviedo. Les internationaux espagnols Juan Mata, Santi Cazorla et Michu, formés à Oviedo, s'engagent. Les supporters deviennent rapidement majoritaires au sein du club en détenant 40% des parts. Le Real Madrid et le Mexicain Carlos Slim aident aussi. Et avec ce bel effort collectif, le club est sauvé et manque de peu l'accession en 2e division en fin de saison. Oviedo est aujourd'hui en D2. Alors évidemment, le déficit de Bordeaux, comme tu l'as dit Elio, est beaucoup plus conséquent, mais pourquoi pas imaginer que les supporters donnent un coup de pouce à leur club favori, ce qui leur permettrait de prendre des responsabilités et de surveiller de plus près la politique des dirigeants. L'idée semble en tout cas plaire au maire écologiste Pierre Urmic. Merci Nicolas pour cette belle chronique. Alors Nicolas Ourcade justement, alors pas nécessairement à propos de l'actionnariat populaire parce qu'on aura l'occasion d'y revenir plus tard en deuxième partie d'émission notamment, mais il me semble que vous êtes supporter des Girondins. Comment est-ce que vous analysez la situation actuelle avec l'annonce du retrait de King Street ?
Déjà, sur l'actionnariat populaire, on en reparlera, mais il y a quelque chose qui est important de comprendre, c'est que le modèle des socios et l'actionnariat populaire, c'est deux choses différentes. Donc on en rediscutera pour bien préciser les choses, mais il y a parfois des confusions qui sont faites par les supporters eux-mêmes. En ce qui concerne la situation de Bordeaux, elle est extrêmement trouble, mais c'est pas vraiment une surprise, puisqu'on savait que le club est structurellement en déficit, que l'actionnaire principal est un actionnaire très particulier qui a ni nom ni visage, quelqu'un qui n'a jamais été vu. On n'est pas sur la situation de Franck McCourt, au moins on sait à Marseille que c'est Franck McCourt qui est le dirigeant de l'OM. Là, à Bordeaux, on ne sait pas qui sont véritablement les dirigeants. Et en plus, c'est pas ce fonds de pension-là qui a acheté le club à la base. Enfin, il a largement participé au financement, mais celui qui était moteur, c'est un fonds, le fonds de Joe Dagrosa qui est parti ensuite. Et eux, ils avaient là une figure, une certaine passion, mais aussi une certaine passion pour, on va dire, les magouilles quand même de manière très claire. Donc ça a mis le club en danger. Et là, on est avec un actionnaire qui globalement s'en fout un peu, et avec des dirigeants qui ont pris des décisions qui étaient inopportunes sous plein d'aspects. Donc finalement, c'est une descente aux enfers absolue, avec là en plus sportivement une déliquescence totale du club. Donc il est extrêmement urgent que la situation soit apurée. Donc soit quelqu'un rachète le club, enfin, les deux hypothèses les plus vraisemblables, c'est que le club réussisse à se maintenir en Ligue 1 et qu'un actionnaire soit assez fou pour acheter le club, en prenant les dettes, même les échelonnants, c'est quand même un pari un peu fort. Soit si ce processus n'aboutit pas, en National 3 après un dépôt de bilan. Donc la situation est grave, et Pierre Urmic a raison de se poser des questions, de faire en sorte qu'il y ait une régulation, et c'est ce que vous avez bien dit dans la chronique. Ce qui est important, c'est que d'une manière ou d'une autre, quelle que soit la manière dont à la fois les supporters, les acteurs politiques locaux, les acteurs économiques locaux sont impliqués dans le club, ce qui est important, c'est qu'il y ait de la transparence. Et ce qui a manqué à Bordeaux, c'est qu'il n'y avait pas de transparence, c'est qu'un certain nombre soit de magouilles, soit de politiques inadaptées ont pu être menées sans garde-fou. Très bien, écoutez, merci pour cet éclairage. Ça fait du coup une belle transition, cette déconnexion des dirigeants bordelais avec les supporters marine et blanc fait une belle transition avec notre débat de la semaine sur la Super League. Ma première question, Nicolas Orcade, sur le sujet se veut plutôt historique. La déconnexion entre les supporters et les dirigeants, on sait qu'elle ne date pas d'hier, même si la Super League n'a fait que les remettre en avant. Si l'on devait faire un inventaire historique, à quand est-ce qu'on pourrait la dater ? La période de bascule, elle se fait dans les années 90, au milieu des années 90, avec d'une part la création de la Champions League qui rompt avec le modèle de la Coupe des Champions, avec l'émergence de la Premier League comme société commerciale et avec l'ouverture du football anglais sur le monde, alors que jusque-là, le football anglais, il y avait très peu de joueurs étrangers et c'était un football vraiment centré sur lui-même. Donc c'est une nouvelle compétition qui vise un public très large. L'arrêt Bosman, qui est l'arrêt en 1995, l'arrêt européen qui stoppe les quotas qu'il y avait de joueurs étrangers européens dans les clubs et qui permet donc aux meilleurs joueurs européens d'aller dans n'importe quel club et donc qui permet aux meilleurs clubs d'attirer les meilleurs joueurs. Et la troisième grande évolution des années 90, c'est que les chaînes de télévision à péage se développent et elles se battent autour des droits du foot, qui sont un levier essentiel d'abonnement pour ces télévisions. Et donc ces trois grands facteurs-là, de nouvelles compétitions, une dérégulation au niveau des transferts et une arrivée financière extrêmement forte des télévisions, ça transforme considérablement le football. C'était déjà une activité économique, ça pouvait déjà être un business, mais ce business est allé dans un autre niveau, et on a vu à la fin des années 90 deux phénomènes qui sont la conséquence de ça. D'une part, l'émergence d'actionnaires internationaux, on le voit dans le championnat anglais, qui des gens, soit des pays fortunés, soit des actionnaires individuels très riches qui ont acheté des clubs, et l'émergence de nouveaux stades. On crée des nouveaux stades pour en faire des centres de profit. On va pas seulement voir un match, mais on va aussi consommer. Et donc là, se mettent en place les bases de cette nouvelle économie du football, qui, depuis les années 90, est allée en permanence dans cette logique libérale, sans aucune régulation, avec un système qui, finalement,
pire que la Ligue fermée quelque part, puisque en fait on a les désavantages de la Ligue fermée, puisque de fait la Ligue des Champions elle est quasiment fermée, sans les avantages de régulation. Là en gros, les meilleurs gagnent toujours plus d'argent, donc les meilleurs sont toujours meilleurs. Et donc on se retrouve dans les années 2010 avec des championnats italiens passionnants où la question c'est de savoir combien de points la Juventus de Turin aura d'avance. C'est toujours les mêmes clubs qui gagnent. En France, le PSG a, sauf sur certaines saisons comme celle-ci, complètement étouffé la concurrence. Et donc on est depuis 25 ans sur une dérégulation et une transformation économique néolibérale du football, dont la Super League est l'aboutissement. Finalement, ce qui est surprenant, c'est que aujourd'hui, alors que finalement la Super League c'est le petit pas supplémentaire par rapport à toute une évolution très ancienne, sauf que là, comme Jérôme Lattal a écrit sur son blog une balle dans le pied sur Le Monde, on a franchi un tabou, une ligne rouge absolue, c'est-à-dire que la Ligue fermée dans le monde du football européen, c'est le tabou ultime. Et donc là, les gens ont réagi. Et donc les associations de supporters qui s'est déjà mobilisées sur les étapes précédentes, là, cette fois-ci, pour la première fois, elles ont eu des soutiens politiques, sportifs, pour faire entendre leur voix et leur opposition à cette réforme. Charles, justement, je me tourne vers toi par rapport à ça. Selon toi, il y a une méconnaissance des supporters de la part des dirigeants des clubs, c'est ça ? Bah, tout à fait. Enfin, pour moi, l'exemple le plus marquant ces derniers temps, évidemment, c'est Florentino Pérez, le président du Real Madrid. Notamment une déclaration qu'il a faite qui m'a particulièrement marqué, puisqu'il a notamment commencé à dire que le football était le seul sport avec plus de 4 milliards de suiveurs. Donc déjà, là, il fait le distinguo entre les suiveurs et les supporters, puisqu'on peut suivre le foot, mais on n'est pas forcément supporter d'un club. On n'aura pas cette fibre émotionnelle, l'identité du club qui fait qu'on va y tenir, on va vouloir le préserver pour des raisons d'affection, tout simplement. Il a également dit que la responsabilité des grands clubs, c'était de répondre aux désirs des supporters, mais du coup, moi, j'aimerais bien demander quels supporters. En tout cas, j'espère qu'il ne pense pas à ceux de son sondage sur El Chiringuito, où on a l'impression que tous les supporters de tous les pays européens avaient les bras en l'air comme ça et criaient « Hurrah » pour la Super League, parce que moi, personnellement, je ne les ai pas vus. J'attends qu'ils nous les présentent. Et pour moi, cette déconnexion, elle s'illustre vraiment, parce que d'un côté, on a Florentino Pérez qui va dire « On a fait ça pour les supporters », et qui de l'autre main va ne leur offrir que du mépris en disant des supporters de Chelsea qui s'étaient réunis devant Stamford Bridge, le stade de Chelsea, pour protester, que c'était seulement 40 gugus venus envoyés sur ordre de on ne sait pas qui, les mêmes qui avaient fait on ne sait pas quoi, et qui les décrédibilisent totalement. Nicolas, justement, pour toi, il y a une appropriation de ces supporters par les dirigeants ? Oui, complètement. C'est-à-dire que là, Florentino Pérez, justement, comme dit Charles, et puis il raisonne uniquement sur les difficultés financières du club. Et puis en fait, il oublie totalement les supporters, qu'il essaye on en reparlera tout à l'heure, mais qu'il essaye de ramener vers lui avec plein d'arguments un peu bidons. Mais finalement, sur cette décision de la Super League, il n'a consulté personne, et les 12 présidents n'ont consulté personne. Et le pire, et c'est ça qui symbolise totalement la déconnexion, c'est qu'ils ne se sont pas rendus compte que ces supporters seraient contre. Ils ont complètement oublié l'histoire du club, et ils n'ont pas anticipé ce qui pourrait se passer par la suite, c'est-à-dire les manifestations, quoi. Justement, cette sous-estimation du poids des supporters, Adrien, tu voulais la pointer ? Bah exactement, ouais, comme on l'a dit et comme Monsieur Rocal l'a dit, tous ces dirigeants qui sont parfois des personnes du monde extérieur du football, dans cette crise, on l'a vu, ne se sont pas du tout rendus compte de l'impact que leurs décisions auraient sur la vie du club et sur les supporters, et que leurs décisions n'étaient peut-être pas en accord avec ce que les supporters attendaient. Et on a donc du coup vu des situations assez ridicules presque, de lettres d'excuses, notamment de Manchester City qui a envoyé des courriers aux abonnés, de John Henry de Liverpool, comme tu l'as dit en intro, qui a fait une vidéo d'excuses. On a vu des protestations énormes de supporters d'Arsenal devant le stade, et on dirait qu'ils ne se sont juste pas rendus compte de ce qu'ils faisaient, ou alors peut-être que c'est plus grave et qu'ils s'en fichent, je sais pas, mais c'est vraiment... Et d'ailleurs, pour Arsenal, les excuses n'ont pas suivi, parce que Arsenal, dans leur tweet original pour dire qu'ils se retirent de la Première Ligue, ils s'excusent, il dit, vraiment dans le tweet, ils s'excusent auprès des supporters, et les manifestations ont lieu aujourd'hui dans le cadre de matchs de Première Ligue, donc les supporters, ça n'a pas suffi, les excuses, c'est beaucoup trop gros ce qui s'est passé. Justement, Nicolas Ourcade, je reviens vers vous, on pointait le fait que certains clubs sont maintenant détenus par des personnalités extérieures au monde du football. On a parlé longuement des Girondins avec King Street, c'est typiquement le cas. On peut aussi parler des Glazers à Manchester United par exemple. Est-ce que le fait que ces personnes-là ne connaissent pas vraiment le ballon rond influe sur le fait qu'ils ne sachent pas réellement ce qu'est un supporter ?
Alors oui et non, parce que Florentino Pérez, il connaît quand même le football, mais le débat que vous avez eu là en plateau est passionnant, parce qu'on touche le cœur du problème, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un supporter finalement. Et en fait, tout le projet de Super League s'appuie notamment sur une enquête du syndicat des clubs, l'ECA, l'European Club Association, qui a fait une enquête en 2020 sur un panel de 2000 supporters dans 7 pays. Et à partir de ça, ils justifient toute leur approche. Et donc le panel, c'est important de le préciser, parce que c'est une enquête, donc certes 14 000 personnes, ça peut paraître beaucoup, mais c'est que 2000 personnes au Royaume-Uni, 2000 personnes en Espagne, 2000 personnes en Allemagne, 2000 personnes en Pologne, 2000 personnes aux Pays-Bas, 2000 personnes en Inde et 2000 personnes au Brésil. Et à partir de ça, on parle des supporters de football. Et on voit bien qu'en fait, Florentino Pérez, il ne parle pas des mêmes supporters que ceux que vous évoquez actuellement en plateau. Florentino Pérez, il parle des supporters qui sont à la télévision. Et du coup, on a complètement une distorsion. Florentino Pérez, il parle des téléspectateurs chinois, des téléspectateurs indiens, des téléspectateurs brésiliens, et se projette vers ce public-là. Et en fait, le gros hiatus qu'on a vu sur la période la semaine dernière, c'est une opposition entre des supporters qui se vivent vraiment comme des supporters très fortes et qui sont ancrés localement, et des supporters à distance qui regardent les matchs à la télévision, qui pour certains peuvent être extrêmement passionnés, mais qui vont jamais au stade finalement. Et donc, l'enjeu aujourd'hui du football, c'est comment est-ce qu'il privilégie un public par rapport à l'autre, ou est-ce qu'il essaye de continuer. Ce qu'on voit depuis 20 ans, c'est que globalement, on a essayé de privilégier le téléspectateur. Sauf que le téléspectateur, ce qui l'intéresse dans le spectacle du football, c'est aussi le fait qu'il y a de la passion et il y a de la ferveur. Quand des Chinois ou des Japonais vont à Anfield Road, ils veulent voir la ferveur. Or, si le nouveau football se coupe de sa base, il se coupe de sa ferveur, il intéressera moins son public à distance. Donc là, vraiment, ce qu'on a vu avec ce projet de Super League, c'est que finalement, les supporters locaux, les supporters qui vont au stade, on s'en fout. C'est pas eux qui apportent le plus d'argent, surtout dans une période de pandémie où ils viennent pas au stade. On s'occupe uniquement des supporters à distance. Et à mon avis, il y a une double erreur. La première erreur, c'est effectivement de ne pas saisir ces supporters présents au stade. Ils avaient une force d'opposition et qu'ils allaient trouver des relais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ils ont trouvé des relais politiques et des relais sportifs inédits. La deuxième erreur, c'est qu'effectivement, ce projet a été porté notamment par des acteurs américains qui n'ont pas forcément bien saisi la différence entre le système sportif américain et le système sportif européen. La ligue fermée aux États-Unis, ça peut avoir des côtés extrêmement positifs puisqu'il y a de la régulation finalement. On cherche à équilibrer les forces entre les franchises qui sont dans la ligue. Et cette ligue fermée, elle est structurée avec le sport universitaire. C'est un mode d'organisation qui a strictement rien à voir avec le football européen, avec l'histoire du football européen. Donc tu ne peux pas créer, à partir de clubs déjà existants, une Super League qui en plus se résume à quelques clubs, absolument pas sur tout le territoire européen, alors que quand même aux États-Unis c'est à peu près réparti sur tout le territoire. Donc c'est absurde finalement. C'est cette déconnexion entre une logique du sport américain et une logique du sport européen qui a abouti à ce projet-là. Et donc l'enjeu aujourd'hui très clairement, c'est d'aller plus loin. Et maintenant que des oppositions se sont faites sur les transformations du football européen, d'essayer de porter une rénovation politique et sportive des compétitions européennes, parce qu'on voit bien que la nouvelle Ligue des Champions est absolument pas un format lisible, C'est sûr. et un format qui intéresse les gens. On aura l'occasion justement d'y revenir un petit peu plus tard à ces nouveaux formats de Ligue des Champions. Malgré tout, vous pointez une américanisation en quelque sorte des instances du football européen. Néanmoins, ce projet de Super League, il était aussi, et je dirais même avant tout, porté par des hommes européens. Florentino Pérez, par exemple, vous avez dit qu'il était là depuis très longtemps, ça fait une vingtaine d'années qu'il est président du Real Madrid. Andrea Agnelli, sa famille, dirige la Juventus depuis plusieurs décennies. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? En fait, on en est arrivé là pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a eu une fuite en avant avec de plus en plus d'inégalités entre les grands clubs et les autres, au point que ces grands clubs se sont sentis comme étant propriétaires du football et du sport de manière globale, et se sont sentis capables de tout. Ensuite, il y a quand même une hypothèse qui a été formulée par pas mal de chroniqueurs avisés du monde du sport, c'est qu'il ne faut jamais sous-estimer la stupidité et l'amateurisme d'un certain nombre de dirigeants du football. Moi, je suis frappé pour travailler depuis un certain moment dans le monde du foot sur le fait que c'est un milieu qui brasse des sommes d'argent ahurissantes, mais avec un professionnalisme qui est parfois pas du tout au niveau des montants en jeu. On voit bien comment cette Super League a été lancée en dépit du bon sens. C'est-à-dire que même si on ne regarde pas le projet,
Tu lances pas un projet comme ça par un communiqué de presse à minuit. Enfin, rien ne va dans leur projet, finalement. Donc, maintenant que ce projet est arrêté, il faut se poser des questions. Comment on en a pu arriver là? Mais d'une part, c'est le fait qu'on a une fuite en avant vers de plus en plus d'inégalités et les grands clubs demandent toujours plus d'argent parce que structurellement, le Real Madrid comme le Barça ont des déficits énormes. Et donc, il y a deux solutions quand tu as un déficit énorme. Soit tu régules pour faire baisser les déficits, soit tu continues la fuite en avant pour avoir de plus en plus d'argent. Ben, le Real, il a choisi la fuite en avant. Donc effectivement, il y a ce profil-là de fuite en avant d'un côté, et il y a aussi quand même un profil, le fait qu'aux États-Unis, il y ait beaucoup d'actionnaires américains. Si vous regardez Didier Quillot, qui a été directeur général de la Ligue, il lorgnait énormément sur les investisseurs américains. Donc il y a vraiment l'idée de les attirer. Sans vraiment penser au choc culturel de deux mondes sportifs qui ont vraiment des logiques complètement différentes. Charles, justement, pour revenir à cette déconnexion, elle se matérialise donc par les dirigeants de clubs, mais elle peut aussi se matérialiser par d'autres biais, et notamment par les droits télévisés. Bah oui, effectivement, parce que bon, le foot, c'est quand même une question d'argent. L'argent, il est de nos jours notamment obtenu grâce aux droits TV. Et les droits TV, ils sont payés par les abonnements que les gens prennent. Sauf qu'aujourd'hui, on assiste, comme notre invité M. Ourcade nous a dit, à une espèce de dérégulation absolue. Parce que, bon, maintenant, pour faire un exemple, si on va avoir la Ligue 1, la Ligue 2, la Première Ligue, on prend un canal. On en a pour 20 € pour le supporter de base qui veut voir son équipe. Ensuite, pour celui qui veut voir un peu plus de choses, il va rajouter encore 20 € et on va pouvoir lui rajouter la Liga, la Serie A, la Bundesliga et la Super League, hein, la vraie, la turque. Et bon, ensuite, si on veut la Ligue des Champions, tac, allez, encore 20 € pour RMC, on a la Ligue des Champions, la Ligue Europa, au final, on s'en sort pour 60 € par mois. Parce qu'on est d'accord, c'est une somme. Et encore, tu oublies Mediapro qui était là au début de la saison et qui voulait avoir 4 millions d'abonnés avec des prix à 25 €. Oui, voilà, enfin, c'est hallucinant. Alors que de l'autre côté, on a une petite boîte, ça s'appelle une IPTV, ça coûte 30 € à tout casser par mois, et puis on a tout. Donc bon, c'est du piratage. Évidemment, c'est illégal, mais aujourd'hui, les gens n'ont pas le choix, parce que le foot, c'est quand même un sport qui est censé être populaire, et il faut que ce soit accessible. Alors, si la musique, ou l'industrie de la musique, l'industrie du film ont réussi à faire cette transition, à dépasser le piratage, puisqu'effectivement, on voit qu'aujourd'hui, les sites de streaming, les plateformes de téléchargement sont quand même vachement moins importantes qu'il y a 10 ans, pourquoi le foot n'arriverait pas à faire ce que certains ont proposé, comme par exemple Jean-Michel Aulas, pour arriver à des plateformes qui ressembleraient à une espèce de Spotify, une espèce de Netflix, où on pourrait choisir plus facilement ce qu'on veut regarder, ce qui serait plus accessible. Nicolas, tu veux réagir? Ouais, c'est ça. Et puis aujourd'hui, on a Florentino Pérez qui disent que les jeunes ne s'intéressent plus au football, mais c'est pas vrai. Moi, je pense que simplement, ils n'ont pas réussi à trouver leur modèle. C'est ce que dit Charles un peu. Il y a des Netflix qui coûtent 3-4 € par tête. Le foot, ça coûte 60. Ils choisissent assez vite leur hobby, d'autant plus qu'il y a des matchs tous les 3 jours pour leur équipe. Donc ça veut dire aussi donner du temps. Peut-être on en reparlera. Donner du temps à son équipe, donner du temps au foot. Et effectivement, on peut pas regarder tous les matchs, d'autant plus que ça coûte cher. Et c'est pareil pour aller au stade. Avant, c'était peut-être un rendez-vous plus régulier pour les supporters. Aujourd'hui, ça coûte hyper cher. Les abonnements coûtent cher. Les places dans les stades, notamment en Angleterre, là où ils ont le plus manifesté, sont hors de prix. Et donc ça aussi, tout ça, ça symbolise aussi la déconnexion. Justement, c'est une déconnexion qu'on peut voir avec au niveau des diffuseurs télé des instances, mais on peut aussi les voir avec justement les instances dirigeantes du football et notamment l'UEFA. Oui, c'est ça. Je pense que tout à l'heure, M. Ourcade a commencé à vouloir en parler. Les supporters ont aussi désapprouvé la réforme de la Ligue des Champions et pourtant elle a été adoptée, pourtant elle va avoir lieu, il y aura de plus en plus de matchs, les supporters vont peut-être moins les regarder et voilà, l'UEFA, je pense que les supporters ont aussi perdu confiance en l'UEFA. Là, ça a été la petite goutte d'eau, cette Super League, donc c'est pour ça que les supporters sont allés dans les rues, mais sinon ils subissent depuis des années les décisions de réforme de l'UEFA qui ne vont pas forcément dans le sens des envies des supporters. Justement, on parlait du fait qu'il y avait de plus en plus de matchs avec des affiches programmées tous les 3 jours. C'est un argument qu'on n'a finalement pas tant entendu que ça au regard de l'importance que ça a, la rareté d'un match de foot. Le fait d'apprécier un match de foot parce qu'il est rare. Adrien, tu as un avis là-dessus ? Oui, la rareté, c'est sûr que c'est une donnée qui est extrêmement importante. Et après, il y a peut-être un débat qui peut se créer dessus. Moi, j'ai pas un avis tranché sur le sujet, mais je pense que trop de football, qu'il soit de bonne qualité ou pas, peut nuire en effet à justement... ce qui a fait la beauté de la Ligue des Champions, par exemple, c'est le fait que ces grandes affiches européennes justement se déroulaient de manière assez rare, et c'était un événement qui était attendu, qui cassait la monotonie d'une saison de championnat, par exemple. Donc, je suis complètement d'accord là-dessus. Si tu mets un PSG Manchester City tous les 3 jours,
ce sera pas aussi magique. Les vrais amateurs de foot vont apprécier le spectacle parce que ce sera des matchs intenses, ce sera des super matchs avec beaucoup d'action, plus de rythme que tous les matchs de dimanche en Ligue 1. Mais par contre, tous ceux qui vont regarder PSG Manchester mercredi là, et qui sont pas forcément des fans de foot et qui vont regarder tous les week-ends, ne regarderont pas les Manchester City tous les 3 jours. Justement, Charles, tu es supporter du Paris Saint-Germain, un club qui aurait pu être considéré dans cette Super League, même si pour diverses raisons qu'on ne va pas évoquer, il ne faisait pas partie du projet. Est-ce que toi, la perspective de voir un PSG Real tous les 3 jours, ça t'enchante ? Bah moi je suis un peu comme tout le monde, ça m'amuse pas particulièrement. D'autant plus que en fait on dit grosse affiche, mais excusez-moi, Arsenal Tottenham, ça fait longtemps que c'est pas une grosse affiche. Enfin c'est pas une grosse affiche. Arsenal ça joue pas particulièrement bien et j'aurais bien plus de plaisir à voir d'autres équipes, même comme Leeds qui est pas mieux classé, qui à mon sens joue mieux, enfin comme tout le monde. Mais là où je suis pas totalement, là où je mettrais peut-être une nuance par rapport à vous, c'est que bon, pour un amateur de foot comme a dit Nico, effectivement ce sera plaisant de voir des matchs avec plus d'intensité régulièrement, mais moi là où je trouve quand même de la beauté dans le foot, c'est justement dans l'inattendu, dans le soudain, dans l'exploit. Par exemple, ce qui fait la beauté du foot pour moi, c'est ce qui fait la valeur par exemple de tous les titres du PSG, puisque M. Fourcade l'a bien dit, on étouffe la concurrence en Ligue 1 depuis un certain nombre d'années. Ce qui fait que les titres ont encore de la valeur, c'est des épopées comme celle de Monaco en 2016-2017, comme potentiellement celle de Lille cette année. C'est parce que le titre des fois il est dur à chercher, parce qu'il y a des équipes qui ont moins de moyens, qui jouent bien, qui ont la possibilité de le faire, et dans cette Super League ils n'auront plus la possibilité de créer cet exploit, et à mon sens c'est là qu'on perd de la beauté. Et surtout des épopées en Ligue des Champions comme Atalanta ou Leipzig l'année dernière, qui n'étaient pas forcément conviés à cette Super League fermée. Mais clairement l'Atalanta qui sont qualifiés pour la première fois de leur histoire en Ligue des Champions et qui depuis ils reviennent régulièrement, font des belles choses, enfin ce serait terrible de ne plus pouvoir les voir pour mettre un Arsenal à la place simplement parce que le club s'appelle Arsenal. On va demander l'avis de l'expert. Nicolas Fourcade, vous avez analysé le comportement des supporters. Est-ce que pour vous cette dynamique de rareté, elle peut se montrer au niveau plus global, au-delà de ce plateau ? Est-ce que pour vous le supporter type pourrait être lassé à terme par toutes ces affiches ? Je pense qu'il l'est déjà, et puis il y a aussi un phénomène que vous avez évoqué qui est important, c'est le coût pour voir les matchs. Donc ça développe le piratage et ça fait aussi que beaucoup de gens n'ont pas accès au football. Si on regarde les audiences par exemple de matchs de Coupe de France, qui sont diffusés en clair, ça fait des bonnes audiences. La Coupe d'Italie a retransmis un match en clair récemment, ça fait de très bonnes audiences. Donc si on veut que les gens s'intéressent au foot, il faut aussi qu'ils puissent avoir accès aux produits. Or, ils n'ont pas accès aux produits déjà. Ensuite, sur la rareté, il y a un autre problème, c'est qu'il faut aussi dire les choses. Un autre problème du football, ce qui peut être le dopage et la condition physique des joueurs. Si on fait des matchs hyper intenses tous les 3 jours, d'une part, les risques de dopage plus ou moins intenses augmentent, et effectivement, les entraîneurs eux-mêmes l'ont dit, c'est pas viable. Et donc, ce qui est intéressant sur la période de la semaine dernière, c'est que les associations de supporters qui, à l'échelle européenne, ont commencé à se structurer, ont pu se faire entendre. Elles ont été soutenues par des gens qui jusque-là ne le pas. Par exemple, dans Le Monde, il y a une tribune de l'Union nationale des footballeurs professionnels, le syndicat des footballeurs qui défend les positions des supporters, alors que jusque-là, c'était absolument pas un sujet pour eux. On prend l'exemple de Nathalie Yanetta qui a pris des positions très fortes en faveur des revendications des supporters, alors que pendant des années elle a été dans le système UEFA sans le remettre en cause et finalement elle s'est aperçue que c'était un système qui courait à sa perte. Donc effectivement il y a des mentalités qui commencent à changer, et par exemple les entraîneurs et les joueurs doivent être capables de s'opposer à ce nouveau format de Ligue des Champions. Il est pour 2024. Il me paraît important que les amateurs de foot puissent se mobiliser en disant certes la Super League on l'a pas, c'est très bien, mais il ne faut pas s'arrêter là, parce que le nouveau format de Ligue des Champions, c'est un format qui est illisible, qui finalement ne satisfait pas les grands clubs parce que la phase de poule elle n'est pas hyper excitante pour eux, et qui risque d'augmenter la concentration de l'argent toujours dans les mêmes clubs, avec des effectifs où finalement le match le plus intéressant serait Real Madrid A contre Real Madrid B. S'ils doivent jouer tous les 3 jours des matchs hyper intenses, on a ces problèmes-là. Donc vraiment l'enjeu aujourd'hui, c'est de repenser le football européen, ses compétitions, la place des supporters, on va en reparler, mais il faut de la régulation. Et là, depuis 25 ans, on est dans de la dérégulation absolue, ce qui a aussi à plein de problèmes que vous avez mentionnés. Et donc effectivement, moi je suis un vieux con par rapport à vous, hein, mais quand j'étais petit, mon fils il me demande alors, tu voyais les matchs à la télé? Ben non, moi je suis des années 70, on voyait la finale de la Coupe de France, 3 matchs de l'équipe de France, et c'était fantastique, quoi. Et une finale de Coupe d'Europe, on les manquait pas. Moi aujourd'hui, si je veux voir PSG Manchester City d'une part, mais je peux pas parce que je sais pas la chaîne qu'il faut. Et puis au bout d'un moment, PSG Manchester City ou United tous les ans. Moi, voilà, ça me fatigue. Je pense qu'effectivement, vous avez raison.
on peut avoir plus de rencontres intéressantes entre grands clubs, mais en restant dans des pays décents. Charles, tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait que Arsenal-Tottenham n'était plus une grosse affiche, ce que je trouve finalement assez ironique, c'est que la seule chose qui laisse un peu d'intérêt à cette rencontre, c'est le fait que ce soit le derby de Londres et que c'est ancré à une échelle locale, bien loin de l'idée d'une Super League. Justement, cette idée de l'identité, on y reviendra pendant la deuxième partie. Mais avant cela, avant de reprendre ce débat passionnant, je vous propose une petite respiration. C'est la chronique 11e art d'Adrien Drill. Avec la virgule qui arrive. Et aujourd'hui, Adrien, tu vas nous parler peinture, c'est ça ? Exactement, Elio. Alors, comme tu l'as dit, une petite respiration, même pour les yeux aussi, même si ça veut rien dire, mais une respiration pour les yeux. Alors, dans l'histoire, il y a eu plusieurs confrontations entre la France et la Suède. Certaines sont restées dans les mémoires, comme cette défaite 2-0 à Kiev lors de l'Euro 2012, avec le fameux ciseau de Zlatan Ibrahimovic, ou celle plus récente de 2017 pour les qualifications pour la Coupe du Monde en Russie, qui, rappelez-vous, était marquée par la boulette de Loris et le but de l'esthète Ola Toivonen du milieu de terrain à la dernière minute. Alors, en parlant d'esthète, revenons sur un match qui a fait date, mais pas forcément pour des raisons footballistiques. Donc, c'était le 26 mars 1952. Pour la deuxième confrontation de leur histoire, la France et la Suède se retrouvent en amical dans un Parc des Princes encore vierge de ses arcs de béton. Les Français, donc, à l'époque, sont guidés par René Vignal, Jean Barat ou encore Robert Jonquet, et ils s'inclinent 1-0. Mais l'intérêt de ce match n'est pas là, bien sûr, il se trouve en tribune, parce que dans les travées du stade se trouve Nicolas de Staël, peintre parisien précurseur, notamment pour son travail de l'art abstrait. Donc ce match est une révélation pour de Staël, qui est alors au firmament de sa popularité. Il n'en croit pas ses yeux. Il faut le comprendre, pour un peintre comme lui, un peintre abstrait, le contexte est parfait. La brume de cette fin de mars 1952, combinée à l'éclairage tout nouveau du Parc des Princes, qui est inauguré ce jour-là pour la première fois pour un match de l'équipe de France, donne à cette partie un caractère très artistique, que Nicolas de Staël va s'empresser de restituer chez lui sur ses toiles. Cette défaite de l'équipe de France accouchera donc d'une des œuvres les plus importantes et déterminantes de la carrière du peintre, qu'il a nommée Les Footballeurs. Cette série de 20 toiles où les joueurs sont peints donc de manière abstraite mais avec des couleurs très vives, comme on peut le voir à l'écran, va avoir un impact retentissant. La série se conclut par une toile monumentale de 2 mètres sur 3,50 mètres nommée Le Parc des Princes. Donc une série de peintures qui vaudra à de Staël un statut de traître de la part de ses compères de l'art abstrait, mais tant pis pour eux, les peintures de Staël vont avoir un immense succès, notamment aux États-Unis, ce qui, pour l'anecdote, est assez ironique quand on sait qu'à cette époque, dans les années 50, le pays de l'oncle Sam n'a jamais vraiment entendu parler du football. Merci Adrien pour cette belle découverte, des belles peintures que vous pourrez revivre sur notre replay vidéo. Je vous propose sans plus tarder une courte pause. Nicolas Urcade, vous restez bien évidemment avec nous. On se retrouve dans 3 petites minutes. À tout de suite. Vous êtes de retour sur la Manita, l'émission qui, comme dirait le général de Gaulle, propose une certaine idée du football. Retour à notre dossier du jour dans quelques instants, mais avant cela, place à la 3e et dernière chronique, place à Charles Fandre. Charles, tu tentes un parallèle historique aujourd'hui. Eh bah oui Elio, parce que tout ce qui s'est passé pendant la semaine m'a pas mal donné à réfléchir sur cette Super League. Parce que quand elle est arrivée, ce qui m'a surpris, c'est qu'à aucun moment les 12 clubs n'ont eu l'air de se dire « Bon ok, on tente de préserver nos propres intérêts, mais on risque quand même d'agacer un peu le reste du monde du foot, non ?» Bah tant pis pour eux, mais s'ils avaient jeté un petit coup d'œil à l'histoire, ils se seraient peut-être pas embêtés pour rien. L'historien Patrick Boucheron disait d'ailleurs que si l'histoire nous intéresse aujourd'hui, c'est parce que grâce à elle, on peut savoir ce à quoi s'attendre de la part de l'être humain qui vit en société. Et dans le cas présent, on a un super exemple historique qui aurait pu permettre aux 12 clubs de la Super League de se dire que leur plan puait quand même un peu le traquenard. Vous l'avez ? Bah tu vas nous le dire Charles. Mais voilà. La Révolution française alors. On va rentrer un peu plus dans les détails, mais pas trop non plus, histoire de faire simple.
dans les années 1780, la situation en France est franchement pas terrible. On surproduit dans les campagnes, ce qui fait que les prix du vin et du pain sont très bas. En clair, l'économie stagne. En plus de ça, la France signe en 1786 un traité de libre-échange avec l'Angleterre. Et les Anglais, ils font un bien meilleur textile que nous, ce qui fait que ce secteur industriel rentre lui aussi en crise. Vous pensez que c'était fini ? Attendez un peu. De 1775 à 1783, les futurs Américains se battent pour être indépendants de l'Angleterre. Et en bon français, nous, on a globalement rien de mieux à faire que d'aller casser les pieds de nos meilleurs ennemis outre-Manche. C'est pour ça que Louis XVI participe à la guerre d'indépendance aux côtés des Américains, ce qui plombe totalement les finances du pays. Bref, vous l'aurez compris, la situation économique était pas marrante, mais pas marrante du tout. Et justement, quelles ont été les solutions pour y remédier ? Bon, alors qu'on est à 2 doigts de l'explosion, Louis XVI convoque l'Assemblée des nobles de France, qui se réunit en 1787 pour essayer de désamorcer la situation. Le roi essaye de mettre en place un impôt pour les nobles, qui n'en payaient pas grâce aux privilèges qui étaient liés à leur rang. Forcément, les nobles, ça les chauffe moyen de passer à la caisse, et le projet échoue. À peu près 2 ans plus tard, les révolutions éclatent et les nobles qui avaient refusé de perdre un privilège finiront par les perdre jusqu'au dernier. C'est bien beau tout ça, Charles, mais c'est quoi le rapport avec la Super League ? Attends, un contexte économique super mauvais, des privilégiés qui s'accrochent à leur statut et qui finissent par se retrouver du côté des perdants. Ça vous rappelle rien ? Si Florentino Pérez et sa bande de copains avaient ouvert un livre d'histoire, ils auraient vu que parfois, à trop vouloir garder ses privilèges, on risque de le payer cash. Et si le tiers-état, c'est comme ça qu'on appelait le peuple à l'époque, n'a pas vraiment d'équivalent aujourd'hui dans le football, les clubs ont trouvé face à eux une force tout aussi incroyable, les supporters. Et comme pendant la Révolution, on est arrivé à un point où les supporters n'ont plus accepté les privilèges d'une minorité. Et qu'est-ce qui a changé après ça du coup ? Bon, avant la Révolution, les nobles étaient aussi privilégiés, mais on les supportait parce que c'était eux qui allaient se castagner quand c'était la guerre. On le sait que les clubs riches sont avantagés par le format en Ligue des Champions, mais on l'a supporté jusqu'à présent parce que c'est plus ou moins acceptable. Bon, pas parce que la Juventus d'Agnelli évidemment part en guerre si besoin, mais parce que dans l'idée, sur le papier, n'importe quelle équipe peut la gagner cette Ligue des Champions. Et l'idée que des gros clubs soient privilégiés en étant protégés de la descente juste parce qu'il s'agit de gros clubs, c'est insupportable pour le reste du football mondial. C'est pour ça que malgré tous les plans financiers bien ficelés, ça ne pouvait tout simplement pas fonctionner comme ça. Et pour toi, pour finir, Charles, est-ce que la fin de la Super League, c'est une victoire des supporters ? Bon, c'est une belle histoire, mais il faut pas non plus l'idéaliser. Plus ça va, et plus on a l'impression que la fin de la Super League, c'est pas la victoire du foot populaire, mais que c'est plutôt les intérêts d'autres acteurs qui ont pris le dessus. Un peu comme la bourgeoisie qui s'est servie de la Révolution pour s'élever socialement. Je vais terminer en reprenant une citation de l'abbé Sieyès, un homme politique de la Révolution. Dans son livre « Qu'est-ce que le tiers-état ?», il s'interrogeait sur la place du peuple dans la société en posant plusieurs questions et en donnant les réponses. Qu'est-ce que le tiers-état ? Tout. Qu'est-ce que le tiers-état en politique ? Rien. Qu'aspire-t-il à devenir ? Quelque chose. Dans le cas des supporters dans le monde du foot, moi je pense que comme le tiers-état à l'époque, ils sont tout. Et la manière dont ils ont su s'opposer fortement au projet montre qu'ils sont déjà devenus quelque chose. Malgré ça, l'article du Süddeutsche Zeitung, attention à l'accent, qui dévoile la réalité derrière le retrait des 6 clubs anglais de la Super League, donne à réfléchir. Entre pression de Poutine et lutte d'influence opposant Arabie Saoudite et Émirats Arabes Unis, il nous rappelle qu'en politique, les supporters ne pèsent pas forcément grand-chose. Merci Charles pour ce parallèle audacieux mais réussi et très intéressant. J'espère. Nicolas Ourcade, vous êtes de retour avec nous ? Oui. Ce que soulevait Charles à l'instant, qu'est-ce que vous en pensez tout simplement ? Est-ce que pour vous, on peut dire que c'est une victoire des supporters la Super League ? Déjà, cette chronique, comme les précédentes, était très enlevée et très agréable à écouter, donc je félicite les chroniqueurs. Le parallèle était amusant et était parlant, donc déjà, c'est un point à relever. Ensuite, c'est ce qui a été dit dans la chronique, c'est une victoire des supporters, oui, parce que c'est eux qui ont initié le mouvement, mais il a fallu d'autres relais. Et quelque part, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, c'est-à-dire que maintenant, un certain nombre d'acteurs supporters sont bien constitués. À l'échelle européenne, Football Supporter Europe commence à peser et a pu fédérer différents acteurs. Les supporters espagnols se sont mobilisés contre le projet de Super League. Les supporters anglais aussi beaucoup. Les supporters italiens moins, c'est un autre problème. En tout cas, il y a aujourd'hui des acteurs qui sont structurés. On voit à l'échelle française, par exemple, Ronan Evin, le directeur général de Football Supporter Europe, a eu régulièrement la parole cette semaine. Et c'est quelqu'un qui essaye justement de fédérer les supporters et de porter leurs revendications. Il a dit quelque chose cette semaine que on est un certain nombre à répéter depuis des années. Finalement, je pense que ça vous fera plaisir à certains d'entre vous. Le football est un objet politique, est un enjeu politique. Et aujourd'hui, il faut le traiter comme tel. Finalement, ce qui est très intéressant, c'est qu'à un moment, Boris Johnson aussi a dit non, c'est bon, c'est pas possible. Et partant de là, il y a des questions qui se posent au niveau européen.
Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une exception sportive, comme une exception culturelle, pour finalement protéger le modèle sportif européen d'un certain nombre de travers qu'il peut rencontrer. Et donc derrière, c'est une victoire des supporters parce qu'ils ont eu des relais, mais aussi parce qu'ils sont devenus aujourd'hui, comme on le disait tout à l'heure, reconnus. Et bien maintenant, il faudrait qu'on aille plus loin, à la fois dans l'action des supporters et dans la régulation du football, qui a montré qu'il était vraiment un enjeu politique important. Et en plus, si on veut continuer votre parallèle par rapport à la Révolution française, on pourrait faire plein de parallèles par rapport à la situation actuelle, et c'est ça qui est passionnant aussi. C'est-à-dire que le football incarne les dérives du néolibéralisme depuis 25 ans, et l'augmentation des inégalités qui est flagrante à l'échelle mondiale. Sauf que là, dans le sport, on le voit. C'est évident, tout le monde le voit. Et donc finalement, ça permet aussi une prise de conscience du fait que si on veut continuer à construire l'Europe, il faut qu'on réfléchisse à la manière dont on la construit, aux règles qu'on fixe pour le sport, pour cette activité. Alors justement, vous parliez d'intégrer le plus possible les supporters dans les modes de gouvernance. Est-ce que ça passe selon vous, par exemple, par un actionnariat populaire, comme en parlait Nicolas tout à l'heure dans sa chronique ? Ouais, alors je voudrais revenir sur un point. La chronique était importante, elle soulevait le problème essentiel qui est finalement un problème de gouvernance et de transparence. En gros, l'implication des supporters, elle vise à permettre la transparence, qu'on sache ce qui se passe dans les clubs, et elle vise aussi à assurer le lien entre le local et le club. Finalement, aujourd'hui, la question qui se pose fondamentalement, c'est qu'est-ce que c'est qu'un club ? Il me semble que ce qui s'est passé à Marseille en février, ou ce qui se passe aujourd'hui avec les Super League, ou ce qui se passe à Bordeaux avec la contestation que les supporters mènent, c'est que finalement un club, c'est pas seulement une activité économique, c'est aussi un bien commun culturel, et qu'on doit penser comment finalement les amateurs du club s'impliquent dedans. Alors si on bascule un peu, enfin si on étudie les différents modèles, pourquoi Socios et Actionnariat Populaire, c'est pas la même chose. Socios, c'est une association dont tous les adhérents élisent le président. C'est ça ce qui se passe au Real Madrid ou au FC Barcelone. Ça a des avantages, puisqu'effectivement tous les socios sont adhérents, savent ce qui se passe dans le club, votent au moment des élections. Ça présente un certain nombre de problèmes aussi en termes de clientélisme et de populisme. Parfois, lors des campagnes, on voit que les dirigeants promettent des trucs extraordinaires, recueillent des votes là-dessus, et ce système des socios n'a pas freiné les déficits du Real Madrid et du Barça. Donc c'est pas forcément le modèle parfait. Le modèle d'actionnariat populaire, il émerge dans les années 90 en Angleterre, au moment où le foot anglais se transforme. Où en gros, finalement, il cherche à réguler tous ces problèmes de violence et de racisme, mais il va plus loin que ça, il transforme son public. Et finalement, ça crée une distance énorme dont on a parlé entre dirigeants et supporters. Et les football trusts, l'actionnariat populaire, c'est un moyen pour les supporters de se réapproprier leur club. Alors certes, ils ont un pourcentage du club qui n'est pas significatif, mais ça leur permet, d'action du club qui n'est pas significatif, mais ça leur permet de savoir un peu ce qui se passe dans le club et de pouvoir être à certains moments des lanceurs d'alerte, par exemple, et de dire « Oula, il y a un problème ». Donc les socios, c'est une association avec des adhérents qui élisent le président. L'actionnariat populaire, c'est un club qui est une société commerciale cotée en bourse, dont certains amateurs sont actionnaires. Donc c'est pas la même logique. Ceci dit, les modèles d'actionnariat populaire, ça peut déboucher sur des organisations très différentes. Et je prendrai un dernier modèle qui a beaucoup fait débat cette semaine, c'est le modèle du 50+1 en Allemagne. Le modèle du 50+1, c'est pas les supporters qui sont propriétaires du club. Le modèle du 50+1 tel qu'il émerge à la fin des années 90 en Allemagne, c'est OK pour qu'il y ait une société commerciale, pour que le club soit plus une association sportive classique seulement, mais à condition que celui qui investit soit pas majoritaire principal. Et donc, il y a 50% plus une voix pour l'association. Et donc, finalement, l'association, c'est qui ? C'est tout un ensemble d'acteurs locaux, ça dépend d'un club à l'autre, c'est les supporters, ça peut être les salariés, ça peut être les éducateurs, enfin voilà, c'est la collectivité, et c'est un garde-fou pour éviter que l'investisseur fasse n'importe quoi. Et le garde-fou, il est aussi qu'un investisseur peut devenir majoritaire au bout de 20 ans dans le club, pour éviter par exemple ce qui s'est passé à Bordeaux. King Street arrive, on sait que c'est pour pas longtemps, ils font n'importe quoi, ils risquent de couler le club. Donc il faut bien voir ces différents modèles et avoir en tête qu'ils peuvent se combiner, et que l'enjeu, c'est de savoir comment faire en sorte que les supporters s'approprient leur club sans être dogmatique. Il n'y a pas forcément une solution qui est meilleure. Localement, on va pouvoir en adopter une, la décliner d'une certaine manière, et ça peut être combiné.
Par exemple, il y a certains groupes de supporters qui ont peur de l'actionnariat populaire, à mon avis, parce qu'ils voient pas exactement comment ça fonctionne. Et parce qu'ils pensent que du coup, leur relation avec les dirigeants qu'ils avaient, de dialogue, de négociation, va disparaître. Pas du tout. Il y a encore, même quand il y a l'actionnariat populaire, des associations de supporters qui discutent avec les dirigeants. Donc, je suis désolé pour l'exposé un peu long, mais c'est important de distinguer ces différents modèles qui sont souvent présentés de manière unique et qui, en plus, si on prend l'actionnariat populaire, peuvent se décliner de manière très différente d'un club à l'autre. Au contraire, c'est une explication très intéressante et nécessaire. Adrien, tu voulais rebondir sur le 50+1 ? Oui, alors c'était sur le 50+1 en effet. J'avais une petite question du coup, Monsieur Urquhart, par rapport à ça. On a, comme vous l'avez dit, on a vu dans les médias que, soi-disant, c'était ce modèle qui avait empêché les clubs allemands de s'engager dans la Super League. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé ? Est-ce que ça veut dire que les supporters allemands du Bayern Munich, par exemple, ou du Borussia Dortmund, ont vraiment pesé dans la décision des clubs, justement, de ne pas y participer ? Alors, encore une fois, le 50+1, c'est pas que les supporters. Le 50+1, c'est l'association sportive. Et le but du 50+1, c'est qu'un actionnaire malaisien, chinois, américain puisse pas arriver demain au Bayern Munich et dire, mais finalement, le Bayern Munich, il va s'appeler le Arsenal Berlin, il va jouer à Berlin, il va jouer en vert et jaune. Voilà, c'est un garde-fou de l'association pour garder le nom, les couleurs, l'histoire du club. Et finalement, ce garde-fou, c'est quelque chose contre lequel un certain nombre de clubs allemands se sont battus contre ces dernières années, en disant précisément que ça freinait le développement des clubs, puisqu'un actionnaire ne pouvait pas être majoritaire, avoir complètement les mains libres. Alors ce modèle-là, oui, il a sans doute eu un effet, c'est-à-dire que le Bayern Munich sait que pour s'engager là-dedans, il faut que l'association sportive soit d'accord, les membres du club soient d'accord, et ça oblige à réfléchir à dans quelle logique on s'engage. Mais fondamentalement, je pense aussi que les clubs allemands sont des clubs qui sont relativement en pointe dans leur capacité à servir leurs différents publics. Ouais. Si on prend un exemple très simple, dans les années 90, comme je disais tout à l'heure, le football anglais décide de se rénover pour lutter contre la violence et le racisme. Les problèmes de violence et de racisme en Allemagne, ils sont identiques, quasiment. Sauf qu'il n'y a pas les grands drames avec des dizaines de morts qui ont impliqué le football anglais dans les années 80. Il n'y a pas ça en Allemagne. Mais bon, il y a quand même des morts. Enfin, c'est quand même une situation grave. Le football anglais, c'est on fait asseoir tout le monde, on augmente le prix des places par 2, 3, 4, 5, enfin ça devient astronomique. Et finalement, on transforme complètement le football en une logique économique et on gentrifie le public. Avec de plus en plus de classes moyennes, de classes supérieures. Et on écarte les catégories populaires du stade en uniformisant le public. C'est ce qu'a fait le PSG entre 2011 et 2016. On augmente le prix des places, on n'a que des consommateurs, des spectateurs individuels, il n'y a plus d'association de supporters au PSG entre 2011 et 2016, et tout le monde assis très cher. Les Allemands, dès les années 90, ils disent « Ben oui, il faut lutter contre la violence et le racisme, mais en intégrant positivement les supporters et tous les supporters. » Les Allemands n'ont jamais arrêté les tribunes debout. Oui, jamais. Au contraire de ce qu'on a pu voir en France, par exemple. Ouais. Jamais. Ils n'ont jamais arrêté les tribunes debout. Ils ont toujours eu des prix des places accessibles. Aujourd'hui, si tu es abonné au Bayern de Munich en tribune populaire, c'est pas très cher. Ce qui est difficile, c'est de trouver une place parce qu'il y a beaucoup de monde qui veut s'abonner. Mais tu peux aller au Bayern de Munich. Et donc, le football allemand, c'est un stade avec plusieurs publics. Et c'est, je veux être debout, chanter, je peux. Je veux être avec ma famille assis, tranquille, dans un quart de virage, je peux. Je veux faire du business dans les business seats, je peux. Et donc, c'est un stade divers. Et c'est un peu ce que le Bayern essaye de faire, de ne pas se couper finalement de sa base locale, en essayant aussi de gagner en droit télé. En essayant aussi d'attirer un plus large public. C'est d'essayer de jouer sur les deux. Et juste pour finir là-dessus, pour prendre un exemple français, c'est ce que l'Olympique Lyonnais a essayé de faire. L'Olympique Lyonnais est un premier club, c'est le club qui a été le plus tôt dans le foot business, qui a été hyper décrié dans les années 2000, et aujourd'hui plein de supporters français se disent finalement Jean-Michel Aulas, on aimerait bien qu'il soit président de notre club. Il a peut-être des défauts, mais au moins il a un modèle économique qui est carré, et il défend les intérêts de son club. Et si vous êtes déjà allé au stade de l'OL, c'est le nouveau football à l'allemande. C'est à la fois du business, un stade où si tu vas aller voir un gros match c'est cher, avec de la 4G qui permet d'accéder à plein de choses. Un stade qui, comme les stades américains, est hors du centre-ville, très loin du centre-ville. Mais c'est aussi un stade où tout est aux couleurs de l'OL, où à chaque entrée, il y a un portrait d'un joueur ou d'une joueuse emblématique du club, où il y a un musée,
où il y a du tramway au stade, toute une avenue où les supporters qui s'appellent eux-mêmes historiques ont pu mettre leur nom pour s'approprier le club. Et donc finalement, ça montre que, l'exemple du Bayern ou de l'OL, montre qu'on peut avoir à la fois cette logique économique, tout en ayant une logique culturelle aussi. Donc on peut se préoccuper du droit télé, mais aussi de ses supporters. Et c'est un peu l'enjeu aujourd'hui. D'accord. Désolé pour le développement un peu long. D'accord, mais merci une nouvelle fois. Nicolas, je vais te lancer là-dessus. Je pense que tu vas pas cautionner ce que fait Jean-Michel Aulas en stéphanois, mais tu peux quand même te... Non, mais pour revenir juste rapidement du coup à cette Super League, on peut voir, et après l'explication de M. Urquhart sur les différents types finalement d'actionnaires populaires, de socios, etc., on peut se rendre compte que les socios finalement, ça n'a pas empêché le fait que 2 grands clubs de socios s'engagent dans cette Super League de 12, donc ça n'a pas fonctionné. Les 50+1, a priori, bon, même si on ne sait pas si c'est pour ça que ça a fonctionné, mais force est de constater que les clubs allemands ne se sont pas engagés dans cette Super League, et on pourrait penser peut-être à l'avenir, pour éviter qu'un projet de Super League revienne, à justement un vrai modèle d'actionnariat populaire, où on peut penser que certains supporters de présidents de groupe, par exemple, passent du temps dans les conseils d'administration, puissent donner leur point de vue sur les futures décisions qui seront prises dans les clubs, et c'est peut-être comme ça plutôt qu'on évitera de nouvelles crises du football européen comme celle-ci. Justement, quand on parle socios, Charles, on pense Barça, on pense Real, mais on peut aussi penser crypto-monnaie parfois. Bah oui, parce qu'il y a une petite nouveauté qui est arrivée ces dernières années, c'est la plateforme Socios qui évidemment est inspirée de ces modèles de gestion. Donc en gros, qu'est-ce que c'est que la plateforme Socios ? C'est une plateforme où tu peux acheter des fan tokens de ton club, donc c'est-à-dire des jetons de ton club. Donc la valeur de ces jetons varie, fluctue comme n'importe quelle crypto-monnaie, elle peut être échangée en euros. Mais l'important c'est que plus un fan va posséder de tokens, plus son importance en termes de décision sera grande. Donc bon, évidemment, les clubs s'engagent à respecter l'avis de leurs fans, mais finalement, on peut dire qu'ils n'ont pas tant d'impact parce que ça apporte jamais sur le sportif. Donc par exemple, les socios, entre guillemets, de la Juventus ont eu le droit de voter pour la nouvelle musique qui passe quand il y a un but qui est marqué au stade à domicile, où on peut choisir, où les fans vont pouvoir voter sur... Quel design adopter pour le bus, ou enfin ce genre de choses. La question que moi je trouve intéressante que ça pose, c'est celle que M. Urquhart posait plus tôt. C'est la manière dont ça va mettre sur un pied d'égalité les supporters locaux qui sont ancrés localement, qui ont une identité de club enracinée sur des générations, etc. Et les supporters qui sont très loin, dont on va pas forcément diminuer la ferveur ou la sous-estimer, mais en tout cas qui sont loin et qui sont pas ancrés dans l'identité locale des clubs. Justement, Adrien, tu voulais rebondir peut-être par rapport à ça. À quoi ça te fait penser, toi, tout simplement, le fait qu'on puisse avoir un supporter ultra qui va tout le temps au stade et un supporter à 10 000 km qui n'a jamais mis les pieds à Liverpool, par exemple, sur un même pied d'égalité ? Bah, je sais pas si ça pose un souci, mais enfin, ça pose un souci dans le sens où le supporter ultra, comme tu dis, qui va tous les week-ends à Anfield, il est vraiment inscrit dans le tissu social du club, il est habitant de la ville ou des environs, il a une vraie implication dans la communauté qui entoure le club, et c'est sûr que, par exemple, on pense aux socios du Real Madrid, ils sont plus de 90 000, il me semble, dans le monde. Et en effet, il y en a à Madrid, dans la banlieue de Madrid ou quoi que ce soit, mais il y en a aussi à Mexico City ou à Buenos Aires. Donc c'est vrai que ce sont des personnes qui, étant plus loin, ont peut-être moins de vision locale sur les besoins du club et ont peut-être moins de... Ils devraient... c'est pas qu'ils n'ont pas le droit de supporter le club de la même manière que ceux qui habitent à Madrid, mais c'est sûr que ça peut poser des problèmes en termes de vision, en fait, ou d'échelle. C'est eux qui leur donnent de la vie à ce club, c'est les supporters qui viennent au stade, comme le disait M. Urquhart tout à l'heure. Ouais. Ce sera pas les supporters qui habitent à des dizaines de milliers de kilomètres qui donneront de la vie au club et de la ferveur au stade. Alors très rapidement, justement, parce qu'on a parlé des solutions qu'on pouvait apporter peut-être après ce projet de la Super League avorté, on a parlé d'actionnariat populaire, on a parlé 50+1, on a parlé socios. Il peut aussi tout simplement se passer un statu quo dans lequel rien ne changerait, dans lequel on resterait avec les mêmes dérives du foot business. Nicolas, tu voulais... Ouais, enfin, c'est pas cette Super League qui va tout changer. Le modèle économique que M. Urquhart décrit depuis le début de l'émission a priori ne changera pas. Et d'ailleurs, cette semaine, on l'a vu avec la menace de Florentino Pérez qui s'est adressé à ses supporters en disant que si il ne trouvait pas de solution pour sauver le football, il n'y aurait pas de Haaland, il n'y aurait pas de Mbappé. Et donc finalement, c'est des dépenses pour des grands joueurs et c'est presque du chantage à ses supporters
avec des dépenses pour des grands joueurs qui seront faites ou pas faites si le Florentino Pérez ne sauve pas le football. Or, on l'a vu ces dernières années et ces derniers mercatos, le Real a dépensé sans compter en se trompant à de multiples reprises avec les 60 millions sur Jovic, les 45 millions sur Rodrigo, les 45 millions sur Militao, il y a eu les 130 millions, enfin 120-130 millions sur Hazard qui a été blessé, même si les blessures c'est autre chose. Barcelone c'était pareil, il y a eu les 105 millions sur Dembélé, les 120 sur Coutinho, les 40 millions sur Paulinho, et voilà, ils dépensent sans compter et finalement il y a des erreurs et puis voilà, et là on voit bien avec cette phrase de Florentino Pérez, a priori il n'a pas retenu ces erreurs du passé et on continue vers la même chose. D'autant plus que cette réforme de la Ligue des Champions qui a été annoncée par l'UEFA dans la foulée du projet avorté de Super League, même si c'est dans les tuyaux depuis quelques années, s'inscrit aussi là-dedans. Ouais, clairement. Juste par rapport à ce que Nico disait, bon, Rodrigo, il est jeune, laissons-lui un peu le temps avant de voir si c'est une erreur ou pas. Mais sinon, pour le reste, clairement, enfin bon, l'UEFA, la chance qu'ils ont, c'est que la Super League est arrivée à côté et que du coup, bon, eux, ils passent pour les gentils, mais clairement, enfin, la formule qu'ils proposent ne pense pas plus aux supporters que la Super League, ou à peine plus en tout cas, parce que bon, là, on a 36 équipes, le 32, des phases de poule à 10 matchs, contre 10 équipes différentes. Ensuite, bon, du premier au 8e, on est qualifié pour les 8e. Ensuite, du 9e au 24e, il y a des playoffs. Enfin bon, c'est absolument incompréhensible. Et c'est là qu'on voit qu'il y a une véritable déconnexion même entre les instances et les supporters. Parce que Tseferin qui dit que bon, si les footballeurs veulent moins de matchs, et bien, il faut être payé moins. La question, c'est pas ça, c'est proposer peut-être moins de matchs, mais des matchs de meilleure qualité qui vont peut-être plus plaire aux supporters, attirer plus de public et générer autant d'argent, si c'est possible. Justement, monsieur Ourcade, si vous êtes toujours avec nous, j'ai une toute dernière question à vous poser parce que le temps presse malheureusement. C'est une question un petit peu d'ouverture dans laquelle on parle souvent du football comme tout simplement un reflet de la société. Or, cette déconnexion qu'on a vue entre les dirigeants et les supporters et qu'on a très largement débattu sur ce plateau et avec vous, elle n'est finalement peut-être que le reflet d'une déconnexion qu'on peut voir entre les élites dirigeantes et la société dans son ensemble. Je pense notamment à ce qui avait été fustigé par le mouvement des Gilets jaunes envers les politiques français. Oui, il y a des parallèles qui peuvent être faits. Déjà, pour revenir juste sur un point sur l'actionnariat populaire, en gros, les football trusts, ils vont structurer les différents actionnaires. L'actionnaire, il n'est pas individuel, hein. Il est fédéré au sein d'un football trust et donc ils discutent ensemble. Il y a une structuration, c'est une sorte de groupe de supporters, si vous voulez. Et rien n'empêche dans un club aujourd'hui d'avoir un groupe ultra qui discute avec la direction et fait remonter son avis. Et à côté de ça, le football trust qui rassemble tous les passionnés de tel club qui lui aussi va apporter un éclairage. Voilà, en gros, ce qu'il faut, c'est que les supporters, quels qu'ils soient, puissent approprier le club. Il peut y avoir des supporters lointains qui sont des vrais passionnés. Ensuite, sur le parallèle, moi, il y a aussi autre chose que vous avez dit avant sur le fait, de toute façon, c'est foutu, la Ligue des Champions, elle va évoluer comme ça. Pas forcément, c'est-à-dire que est-ce qu'on croit encore en la possibilité du politique ou de l'organisation politique de manière générale ou de l'organisation sportive de changer? Est-ce qu'on croit encore à la possibilité des forces intermédiaires que sont les groupes de supporters, les syndicats de joueurs, les syndicats d'entraîneurs, de se mobiliser contre des évolutions? Si on pense que c'est perdu d'avance, effectivement, la situation va pas changer. Si au contraire, un certain nombre d'acteurs se mobilisent pour transformer le football, peut-être que ça échouera, mais peut-être qu'il y aura des réussites. Et pour répondre quand même vraiment à votre question, parce que sinon ce serait un privé vraiment désagréable de ma part, oui, il y a effectivement des parallèles, en ce sens que effectivement les inégalités, comme je disais tout à l'heure, ont augmenté dans la société depuis la fin du XXe siècle, comme elles ont augmenté dans le football. Finalement, le football incarne une stratégie néolibérale avec toutes les dérives, les excès que ça peut avoir. Oui, à certains moments, il peut y avoir une déconnexion entre les élites et la base. Et aussi, si on reprend la situation d'Emmanuel Macron en France, ce qu'on a pu voir, c'est que lui, il a voulu s'adresser directement au peuple, comme Florentino Pérez a voulu s'adresser aux supporters. En cassant les corps intermédiaires et en ne regardant pas qu'il y avait des associations de supporters ou des peñas du Real Madrid, comme des syndicats, enfin c'est un certain nombre d'acteurs constitués. Et donc oui, les parallèles sont intéressants. Et justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est précisément parce que ce projet de Super League va apporter que c'est aussi parlant politiquement. Ça veut dire que quand il y a une mobilisation et que différents acteurs, que ce soit aussi bien les entraîneurs,
un certain nombre de dirigeants sportifs viennent au soutien des supporters et certains journalistes aussi, les mobilisés par exemple contre le produit de Super League, des choses peuvent changer. Donc moi, pour conclure, en tant que sociologue, j'ai pas vocation à porter un modèle, mais juste à poser des questions comme j'ai essayé de le faire. Moi, évidemment, comme vous l'avez compris, je préférais qu'il y ait plus de régulation dans le football. Et donc, si on voit une conclusion positive, c'est que quand même la crise actuelle montre qu'il y a des moyens d'agir. Et par ailleurs, votre émission avec un ensemble d'initiatives liées montre que, par rapport à une question que vous posiez sur l'image du football, que de plus en plus de gens s'intéressent au football comme objet politique. Donc je vois pas pourquoi il faudrait être défaitiste sur cette transformation, même si évidemment je suis pas d'un optimisme béat non plus. On va quand même rester sur l'optimisme pour conclure l'émission. Merci encore d'avoir été avec nous pour vos explications passionnantes, Nicolas Ourcade. On vous souhaite une excellente soirée. Merci à mes chroniqueurs en plateau, Nicolas, Adrien, Charles. Merci. Je vous souhaite aussi toujours un plaisir. une excellente soirée. Merci à Clément à la réalisation. Merci à Hugo à la com. Je vous rappelle que le podcast est disponible sur notre site dès la fin de l'émission et que les meilleurs moments de l'émission seront à retrouver sur Twitter. On se retrouve dimanche prochain, même endroit, même heure. Ciao. Allez, salut. La Manita, une certaine idée du football. On parle tous les dimanches avec Corentin Roland et son équipe. De 20h à 21h sur VL. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.